Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Dans l'actualité de ce mercredi 6 septembre de la politique, hier, Othmane Nasrou a lancé officiellement sa campagne à la Celle Saint-Cloud pour devenir le futur président du parti Les Républicains dans les Yvelines. Le vice-président de la région Île-de-France et conseiller municipal d'opposition de Trappes souhaite redynamiser le mouvement de droite. Les précisions dans ce 7-8. 21,5 millions, c'est le nombre de touristes qui ont choisi de visiter la région Île-de-France durant les 6 premiers mois de l'année 2023, une fréquentation en hausse qui atteint presque les chiffres d'avant Covid-19. Robes blanches, gâteaux, fleurs ou encore bijoux, tout était réuni le week-end dernier lors du premier grand salon du mariage organisé dans le sud du département. Avec environ 5000 mariages par an, le 78 est de plus en plus prisé par les mariés, on fait le point. Et puis l'invité du 7-8 en deuxième partie d'émission, on va parler sport avec Thomas Chardon, le nouveau président du football club de Poissy. La structure a remplacé l'AS Poissy qui était en difficulté financière. Merci d'être là, merci d'y croire encore. Moi je crois à l'avenir de la droite, je ne crois d'ailleurs à l'avenir que de la droite pour notre pays. Redynamiser la droite dans les Yvelines et au niveau national, c'est la priorité d'Othmane Nasrou. Le vice-président de la région Île-de-France et premier secrétaire général délégué des Républicains se présente pour la présidence à la Fédération yvelinoise DLR. Son premier souhait, que le parti regagne du terrain dans le département. Nous allons avoir des élections sénatoriales. Et il est extrêmement important dans ces élections que l'on donne la majorité la plus large possible à nos sénateurs et au président du Sénat. Parce que le Sénat est aujourd'hui un pôle de stabilité majeur quand on voit l'état de l'Assemblée nationale. Deuxième objectif, rajeunir le parti et faire émerger des talents. Othmane Nasrou a déjà fait appel à de nouveaux membres dans son équipe. Aujourd'hui, le parti est vieillissant et je pense que c'est sa jeunesse, les nouvelles méthodes en fait, qu'il faut utiliser pour redynamiser le parti et faire un renouveau. Dans cette salle de la Celle Saint-Cloud, ils étaient plus de 80 militants à venir soutenir le candidat. Je connais déjà Othmane, c'est quelqu'un de merveilleux, qui a le sens du travail. Et effectivement, dans les Yvelines, je peux vous dire qu'il va se battre. On aura beaucoup de monde derrière lui. D'ailleurs, il est très charismatique, très apprécié. Et beaucoup de jeunes maintenant viennent auprès de lui. Je sais que c'est quelqu'un de brillant, d'intelligent et qui va pouvoir insuffler un nouveau souffle à notre fédération. Pour le moment, aucun autre candidat n'est connu pour cette élection. Ce scrutin interne devrait se tenir courant novembre. Ce n'est pas encore les niveaux du tourisme d'avant Covid, mais ça s'y rapproche. Entre janvier et juin dernier, l'Île-de-France a accueilli 21,5 millions de visiteurs, une augmentation de 17% par rapport au premier semestre 2022. La dynamique est confirmée par les nuitées hôtelières également en forte progression. Au total, les touristes ont généré 9,5 milliards d'euros de retombées économiques pour la région. C'est une clientèle qualitative, c'est une clientèle qui consomme, c'est une clientèle, celle que nous voulons, c'est-à-dire du tourisme qui n'est pas du surtourisme, qui n'est pas du tourisme low cost, qui n'est pas du tourisme cheap, qui risquerait d'abîmer nos sites ou qui risquerait de déplaire, aux habitants et de les gêner. La clientèle internationale revient aussi en nombre en Île-de-France. Cet été, elle a représenté plus de la moitié des touristes accueillis dans la région. Une saison estivale qui a été également positive malgré une météo parfois morose. Il n'a pas fait si mauvais que ça en Île-de-France. Je dirais pas qu'il y a un microclimat, mais non, on a eu quand même des semaines de beau temps et puis on a eu des semaines de temps qui sont tout à fait convenables quand on vient visiter une ville. Parce qu'en réalité, quand on vient visiter une ville, on veut surtout voir des monuments, etc. Donc un temps de printemps n'est pas forcément au contraire dissuasif pour un tourisme urbain. C'est plus dissuasif évidemment pour un tourisme balnéaire ou de montagne. Et les perspectives sont bonnes pour les prochains mois en vue de la Coupe du Monde de rugby qui se tient en France. La région s'attend à recevoir 450 000 supporters étrangers. En majorité, ils viendront de la Grande-Bretagne, de l'Argentine ou encore de la Nouvelle-Zélande.
Dans le reste de l'actualité, un adolescent retrouvé pendu dans sa chambre hier à Poissy. Le jeune de 15 ans est décédé malgré l'intervention des pompiers au domicile familial dans le quartier de la Maladrerie. Selon nos confrères du Parisien, les enquêteurs du commissariat de Conflans-Sainte-Honorine privilégient la thèse du suicide en lien avec des faits de harcèlement scolaire dont a été victime le garçon dans son ancien lycée Adrienne Bolland à Poissy. Il avait signalé ces faits avec son père il y a quelques mois au commissariat de police de la ville. L'adolescent avait été rescolarisé dans un lycée de Paris à la rentrée. Les Jeux Olympiques à Paris et dans les Yvelines, c'est dans 324 jours. Cette semaine, le comité d'organisation reçoit les médias du monde entier pour les préparer à l'événement où vont travailler 4000 journalistes et 1500 photographes. Au programme notamment de cette semaine, la visite des différents sites des JO. C'est ici aux alentours de 13h que 400 journalistes internationaux sont arrivés ici dans les Yvelines au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines pour découvrir les lieux qui vont accueillir les épreuves de cyclisme sur piste lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ils se sont ensuite rendus du côté du stadium de BMX, un lieu qui va accueillir les épreuves de BMX Race. Ensuite, tout le monde a embarqué pour rejoindre le château de Versailles, un lieu qui va accueillir à la fois les épreuves d'équitation et de pentathlon moderne. Ils se sont ensuite tous rendus à Paris pour visiter les sites parisiens qui vont accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Hier, les journalistes ont participé à une journée à briefing dans un hôtel parisien. Ils ont pu poser toutes leurs questions concernant leur accréditation ou encore le matériel qu'ils pourront utiliser sur place. Au total, 4000 journalistes seront accrédités pour l'événement et ils viendront du monde entier. Et à quelques jours des traditionnels forums des associations, Voisins le Bretonneux lance cette initiative Asso Minute, le principe dédié environ 1 minute de vidéo aux associations pour qu'elles puissent se faire connaître et être valorisées. Ces capsules sont ensuite diffusées sur les réseaux sociaux et le site internet de la ville. L'ensemble des 140 associations vicinoises peut en bénéficier, il suffit de prendre contact avec la mairie. Musique romantique et défilé de robes de mariée, pour la première fois, particuliers et spécialistes se sont réunis pour échanger à l'occasion du premier grand salon du mariage. Un événement inédit pour le département. C'est parti d'un constat. L'INSEE annonce 50% de la population mariée sur le 78. On regarde beaucoup de lieux de prestige, beaucoup de prestataires et pas de salon du mariage. Les prestataires connaissent le territoire. Ensuite, c'est tellement plus facile d'échanger avec son prestataire quand il n'est pas très loin. Et enfin, le fait de pouvoir prendre le temps, parce que c'est cocooning, c'est pas une usine. C'est pas une usine, bien que celui de l'année prochaine, auquel je pense déjà sera plus grand, mais malgré tout, il restera esprit cocooning. Et il y en a pour tous les goûts. Tenue de cérémonie sur mesure, pièces montées, traiteurs et même faire-part stylisés, l'objectif du salon est clair, centraliser et simplifier l'organisation du mariage. Le lieu d'accueil de l'événement n'a pas été choisi au hasard. Selon l'INSEE, près de 5000 mariages par an ont été célébrés dans le département, une aubaine pour cette créatrice. Les Yvelines fait partie des grands départements. On a les plus grands nombres de châteaux et de lieux de réception pour les mariages et pour les grands événements. C'est important d'être visible, surtout dans ce département-là. Plus accessible que les salons parisiens, trouver son bonheur ici est plus simple. Les futurs mariés à la recherche de conseils ont de quoi faire de cette fête un moment inoubliable. On est en plein préparatif pour notre mariage. J'ai ma future femme, du coup Morgane, qui m'avait dit qu'il y avait un événement juste à côté de chez nous, à 5 km. Donc on s'est dit que c'était l'occasion en fait, de passer pour voir un peu ce qui était proposé, notamment au niveau des robes de mariée, pour le costume de mariée aussi, au niveau des tenues, pour le voyage de noces, les services pour les bars, tout ce qui va avec. Le salon a attiré environ 300 visiteurs. Eux aussi vont peut-être succomber au charme des Yvelines pour célébrer leur mariage, comme l'ont fait par le passé Brigitte Bardot à Louveciennes ou Jamel Debbouze à Cernay-la-Ville. Aujourd'hui, je vais vous présenter Collatéral de Michael Mann. Donc, c'est un film de 2004, écrit par Stuart Beattie. Michael Mann, on connaît beaucoup et on parle beaucoup de son film culte Heat, avec Robert De Niro et Al Pacino. Et du coup, Collatéral est, je ne vais pas dire considéré comme un de ses films mineurs, mais en tout cas un film peut-être moins important de sa filmographie, et en tout cas, moi, un des films que je préfère. On suit l'histoire d'un chauffeur de taxi, Max,
qui prend en stop Vincent, joué par Tom Cruise, et qui au cours d'une nuit, en fait, Vincent est un tueur à gages et qui a 5 arrêts à faire et 5 contrats à réaliser. C'est un des premiers films après Star Wars épisode 2 à utiliser une caméra numérique pour quasiment l'intégralité du tournage, ce qui aujourd'hui coulerait de source, j'allais dire, mais en tout cas à l'époque c'était pas le cas, et notamment parce que Michael Mann voulait rendre la ville de Los Angeles dans laquelle se déroule le film, voulait montrer la ville comme un vrai personnage à part entière. Avec des caméras, en tout cas si le film avait été tourné en pellicule, on n'aurait pas eu la profondeur de champ qu'il souhaitait, on n'aurait pas vu la skyline au loin, on n'aurait pas vu toutes ces lumières de la nuit, cette ambiance très granuleuse du film, et du coup le numérique a permis ça. Donc Michael était un des pionniers et des premiers aussi à essuyer les plâtres, parce que c'était pas les mêmes caméras numériques à l'époque qu'on utilise aujourd'hui. Et voilà, c'est un film avec Tom Cruise à contre-emploi qui est absolument incroyable dans ce rôle de tueur à gages froid, méthodique, où on l'attend pas, et pour moi un des meilleurs rôles de Tom Cruise. Et voilà, une vraie réflexion sur notre humanité aujourd'hui, sur notre aliénation et sur notre isolement dans les grandes villes modernes. Et un film qui se passe en une nuit, une virée nocturne, et que je vous recommande fortement. Demain matin, le soleil continuera de briller dans les Yvelines. Au niveau des températures, il fera 19 degrés à Mantes-la-Jolie, Houdan et Rambouillet, 20 à Versailles. Demain après-midi, il fera toujours aussi beau. Côté température, le thermomètre va grimper. Il fera 31 degrés à Mantes-la-Jolie et Versailles et 32 degrés à Houdan et Rambouillet. Et demain, nous fêterons la Sainte-Reine. C'est l'heure à présent de votre 7-8 invité présenté par Mickaël Elmidoro. Il y a eu beaucoup de changements du côté de Poissy au niveau du football cet été. Pour nous parler de tous ces changements, je suis avec le nouveau président du Poissy Football Club, Thomas Chardon. Bonjour. Bonjour Mickaël. Alors expliquez-nous un peu ce qui s'est passé cet été. C'était la course, ça a été un défi extraordinaire qu'on m'a donné. Du coup, il y a eu les premières sanctions qui sont tombées envers l'AS Poissy à partir du mois de mai par la DNCG, qui excluait le club de toutes les compétitions nationales. La mairie, par l'intermédiaire du maire, Madame de Santos, a décidé de maintenir la confiance envers l'ancienne équipe qui dirigeait l'AS Poissy et lui a laissé une chance de s'en sortir. Ça n'a pas fonctionné. Et donc le 4 juillet, le jour où les sanctions étaient confirmées, charge m'a été donnée de monter une nouvelle structure associative qui permette au football de continuer à Poissy. Donc ensuite, avec mon équipe, on s'est mis en ordre de marche et depuis le 7 juillet, on a tout fait. On a créé une nouvelle association. On a fait les démarches auprès de la Ligue, auprès de la Fédé, auprès du district pour inscrire toutes nos équipes et pour faire en sorte que le football continue, que les niveaux se maintiennent. Donc aujourd'hui, on a eu la confirmation et l'opportunité de maintenir les niveaux chez les filles, l'ensemble des catégories chez les filles seniors aux jeunes et chez nos équipes de jeunes. Donc c'est déjà une première victoire. Aujourd'hui, la seule incertitude qui reste, ça concerne le football masculin chez les seniors, nos 3 équipes seniors garçons et la U20. Mais voilà, donc un nouveau projet, de nouvelles personnes, de nouvelles perspectives et une envie majuscule pour nous. Pour synthétiser pour les téléspectateurs, l'AS Poissy avait un trou d'un peu plus de 200 000 euros dans les caisses, si je ne me trompe pas. C'est ça qui a fait que l'AS Poissy, on va dire, est mort et que le Poissy Football Club est né. La disparition de l'AS Poissy, en fait, je pense, résulte de tout un tas de facteurs. Moi, je ne suis pas très à l'aise pour parler de la fin de l'AS Poissy, parce que j'ai pu le dire précédemment. J'imagine que ça a été une souffrance énorme pour le président, pour l'ensemble de ses équipes. Olivier Sévézuc. Parce que Poissy est un club historique, né en 1904. Et voilà, malgré tout, eux, c'est un peu le point final de l'AS Poissy. Donc je ne vais pas m'étaler. Aujourd'hui, il y a une dette colossale. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les résultats sont là. Le club a déposé le bilan. La liquidation judiciaire a été prononcée le 4 août. Place maintenant au Poissy Football Club. Et je m'abstiendrai de tout commentaire sur la gestion passée pour les laisser tranquilles maintenant que c'est fini. On va revenir au présent. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, personnellement, à devenir président de cette nouvelle structure ? Je crois que ça répond à un rêve que j'ai depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai fait le deuil d'être footballeur professionnel. N'ayant pas les compétences pour être footballeur, je m'étais toujours dit, imagine si un jour le club t'appartient et que tu peux mettre en place ce dont tu penses le meilleur pour les jeunes et pour le club en particulier.
Moi j'étais joueur de poussin jusqu'à mes 17 ans. J'étais vice-président du club de 2015 à 2017, donc j'ai déjà une petite vision, mais j'ai jamais vraiment été décisionnaire sur le club. Alors quand même le maire m'a appelé pour me dire est-ce que tu serais intéressé, le challenge est important, est-ce que tu es prêt à le relever? J'ai pas hésité et ça correspond un petit peu à mon état d'esprit de manière globale. Je suis un impulsif, quand ça me plaît et quand je sens que c'est le moment, je fonce et puis on verra après si ça fonctionne, mais je voulais pas laisser passer le train. Et vous étiez un fan, vous, de l'AS Poissy, de l'équipe de Poissy? Moi je suis né à Poissy, j'ai vécu 30 ans à Poissy, j'en ai 37 aujourd'hui. Donc ouais, j'ai toujours beaucoup aimé ce club et j'ai jamais imaginé réussir à obtenir ce poste-là à un moment donné. Donc quand la chance m'a été proposée, je ne pouvais pas dire non. Donc c'est plus l'AS Poissy, c'est le Poissy Football Club. Mais le club continue, le football continue à Poissy et nous on va essayer de maintenir ce niveau-là, faire en sorte que Poissy redevienne un club important au niveau régional, que ce soit chez les jeunes, chez les filles et chez les grands, avant de penser à d'autres objectifs qui pour l'instant n'ont pas lieu d'être exprimés. On est trop loin pour exprimer des objectifs plus importants. Oui, on sent quand même que vous êtes ambitieux quand même dans votre discours, vous avez envie de bien faire. Si j'avais pas un minimum d'ambition, je crois que j'aurais pas accepté le challenge parce que sans ambition, on n'aurait pas réussi en un mois et demi à remettre le club sur pied avec toute l'équipe. Quentin Olive qui est mon directeur général, Gary Fournier qui est mon directeur sportif, l'ensemble du CODIR avec qui on bosse, on est 7 dans ce comité de directeur, 7 profils complètement différents, mais il y a de la jeunesse, il y a de la compétence, il y a de l'envie, et c'est que des personnes de la société civile. Personne m'a été imposé par la municipalité, et c'est d'ailleurs une des conditions, si ce n'est la plus importante que j'ai donnée quand j'ai accepté de prendre le dossier, c'est pas d'ingérence. Moi, dans ma vie professionnelle, je suis gérant d'une librairie indépendante. À Poissy. Aussi à Poissy. Ouais. Je tiens beaucoup à mon indépendance et j'aurais pas accepté qu'on m'impose à un moment donné quelqu'un. Donc voilà, l'ambition, dès le départ, elle était là, de remettre sur pied un club. Après, je suis compétiteur, l'équipe que j'ai mise en place, on est tous des compétiteurs et on a tous, dans un coin de notre tête, l'idée de retrouver à court moyen terme un niveau un peu plus conforme à ce qu'on peut attendre d'un club comme Poissy, d'une ville comme Poissy. Donc ça va prendre du temps, mais on a plein d'idées, on est motivé, on a mis en place une équipe assez large pour répondre à cette urgence de résultats. Mais oui, il y a beaucoup de motivation, beaucoup d'envie. Quentin Olive, qui a été joueur ici à l'AS Poissy, il va apporter aussi son expérience aussi de ce club. Ouais. Moi j'ai pris Quentin pour plein de raisons. La première, c'est que je le connais depuis assez longtemps maintenant. Ça a été un de mes stagiaires dans ma précédente vie avant la librairie. Donc c'est quelqu'un que je suis depuis plus de 10 ans. C'est quelqu'un d'extrêmement compétent. C'est quelqu'un en qui j'ai une extrême confiance, qui a été diplômé de grandes écoles, notamment l'école du Real Madrid sur le management du sport. C'est quelqu'un qui a une carrière de footballeur professionnel aux États-Unis, en Bulgarie, au Luxembourg. Il connaît l'AS Poissy aussi parce qu'il a été joueur. Donc il a ce panel comme ça de connaissances et de culture au niveau du football. Il a l'envie. Il a les épaules pour relever le challenge aussi parce que c'est pas facile. Lui dire il est au Luxembourg, il gagne bien sa vie, viens à Poissy, tu vas t'en prendre plein la tronche parce qu'en plus de ça, tu es le fils du député et puis les gens vont nécessairement faire l'amalgame à un moment donné. Carl Olive, Carl Olive sur ton nom, alors que Quentin Olive n'est pas Carl Olive. Quentin Olive est un jeune de 27 ans, mature, en qui j'ai une énorme confiance. Et pour qu'un duo fonctionne bien, il faut qu'il y ait cette confiance-là. Il a confiance en moi, j'ai confiance en lui et je lui donne les clés du camion sans aucun souci. Au niveau des licenciés, on tournait aux alentours de 800 licenciés à l'AS Poissy la saison dernière. Vous pensez avoir combien de licenciés à la rentrée? C'est aujourd'hui compliqué à estimer. On serait tous très heureux si on peut avoir 600 licenciés à la fin du mois de septembre. Voilà, si on peut partir sur 600 licenciés, ce serait très bien. Comment on l'explique On l'explique par une vague de départ assez importante dans tout le temps d'incertitude qui était entre la création du Poissy Football Club et puis la disparition effective de l'AS Poissy, où de nombreux joueurs qui évoluent à un niveau régional ou au niveau national avec la N2 n'ont pas voulu attendre, n'ont pas pu attendre que la suite soit connue, donc ils sont partis. On a eu une centaine de départs volontaires. Et donc voilà, après il peut y avoir des surprises, on peut peut-être récupérer ces joueurs-là mais sous d'autres formes. Donc une ambition basse cette année sur le nombre de licenciés, on ne peut avoir que des bonnes surprises. Et puis voilà, on statue sur 600 licenciés, on verra si on fait mieux. De quelle catégorie à quelle catégorie? Des tout petits, à partir de 6 ans jusqu'aux vétérans. Donc on embrasse toutes les classes d'âge, on refuse personne, tous les PCAK sont les bienvenus.
Donc non, on refuse personne et toutes les catégories sont représentées au Poissy Football Club. J'imagine qu'il y aura un forum des associations dans quelques jours à Poissy. On sera au forum des associations le 10 septembre. On sera là du début jusqu'à la fin et puis on pourra répondre à toutes les questions des parents et de toutes celles et ceux qui ont vu pas mal de choses circuler cet été sans avoir aucune réponse, parce qu'en plus de ça, pour l'instant, on n'a pas de locaux. Donc on espère aussi bientôt en récupérer pour être au plus près de nos licenciés et pour répondre à toutes les questions. Oui, comment ça va se répartir aussi au niveau des terrains? On garde les mêmes terrains que l'AS Poissy? On garde exactement la même organisation. Donc on sera et sur le COSEC et sur le Haut-Lagrange. Nos bureaux seront à Haut-Lagrange pour l'administratif. On aura une vraie vie de club aussi, on aura un secrétaire qui sera là tous les après-midi. On va essayer de redonner un petit peu de sens à ce que peut être un club de football associatif. Voilà, donc c'est pas uniquement l'entraînement, il va y avoir d'autres choses qu'on va essayer de mettre en place pour montrer que voilà, il y a l'excellence sportive. On est là pour faire en sorte que les jeunes et les moins jeunes jouent au football et prennent du plaisir. Mais je crois qu'on a un rôle supplémentaire aussi quand on est le Poissy Football Club et quand on a 600 licenciés, c'est d'accompagner les jeunes qui viennent, qui nous rejoignent sur d'autres sujets. Moi j'aimerais bien associer l'excellence sportive à l'excellence sociale. On va notamment développer la devoir pour les petits qui n'ont pas forcément les moyens à la maison d'avoir de l'aide quand ils rentrent. Donc du coup de venir au stade plus tôt, de faire leur devoir avec des enseignants diplômés ou à la retraite qui peuvent les accompagner. Donc voilà, essayer de redonner aussi un sens associatif au club. On va maintenant parler de l'équipe senior masculine, l'équipe fanion de chaque club de football. Qu'en est-il de cette équipe senior masculine qui évoluait la saison dernière en National 2 et qui va chuter de quelques divisions? Aujourd'hui, la décision n'a pas été encore statuée définitivement par la Ligue de football de Paris. A priori, on devrait redémarrer en R3, qui est le plus bas niveau régional, mais ce qui serait pour nous un moindre mal. Donc on attend encore cette décision-là. J'ai de très bons espoirs qu'on redémarre en R3. Quant à nos seniors féminines, la décision est actée, on redémarrera bien en R1, donc au 4e niveau national. Et c'est une catégorie dans laquelle on a beaucoup d'espoir. On va tenter de dynamiser aussi un petit peu, parce que le football féminin prend de plus en plus d'importance. Et le football féminin à Poissy est très très bien structuré autour d'Ibrahima Traoré, notamment, qui fait un boulot formidable avec toutes ses équipes. Donc ça, on va tâcher aussi de le développer encore plus. Pour l'équipe senior masculine, une descente en district, ça serait vraiment compliqué à gérer? Ça serait compliqué parce que j'arrive pas à concevoir un club de football en séparant les blocs, les jeunes d'un côté, les filles au milieu et puis les garçons seniors dans leur coin. Pour moi, ce club doit être uni. Et si on a l'équipe fanion garçons qui retombe en départemental, eh ben on va démarrer d'encore plus loin. Pour attirer des joueurs, ça va être encore plus compliqué. Pour attirer des sponsors, ça va être plus compliqué. Pour la dynamique qu'on essaie de mettre en place, ça va être aussi compliqué. Après, on part de zéro. On a créé un club en un mois et demi, donc je vais vous dire, c'est pas ça qui va nous arrêter. On va continuer. On prendra la sanction comme elle doit être prise, mais j'en appelle à la clémence et puis voilà, j'ai bon espoir qu'on redémarre en R3. J'ai pas envie de penser à une chute encore plus importante. Racontez-nous ce dernier mois et demi que vous avez passé à gérer ce Poissy Football Club. Beaucoup d'effervescence et en même temps, ça a été un moment extrêmement enrichissant parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes aimaient ce club. Ça a été un moment aussi très structurant avec l'équipe que j'ai mise en place, où j'ai pu voir une dynamique qui m'a fait tellement de bien, parce que je me suis dit que je ne suis pas seul en fait à être dans cette aventure. Après, moi personnellement, c'était le mois où j'aurais dû être en vacances. J'ai pas eu de vacances. Le téléphone a beaucoup sonné, mais je le savais quand j'ai accepté le poste. Donc je suis dans le dur directement avec je pense, un panel de ce que j'aurai dans l'année, c'est-à-dire des appels ultra bienveillants de gens qui me remercient parce que le club continue grâce au travail de l'équipe, des appels d'autres qui peuvent être un peu plus véhéments parce qu'ils ne se retrouvent pas dans la nouvelle structure alors qu'ils étaient dans l'autre et ils ne comprennent pas bien pourquoi ils sont sortis. Des questions liées à l'organigramme que j'ai mis en place, des fantasmes réitérés sur qui dirige réellement le club. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui va durer encore pendant 2-3 mois et puis très rapidement, à force de communiquer, de parler, d'échanger, d'être présent, ça va s'arrêter et puis on va pouvoir se concentrer sur le football. Dernière question, pourquoi le Poissy Football Club? Parce que c'était soit on tentait une continuité avec un AS Poissy qui n'était pas amical mais Association Sportive de Poissy qui a été retoqué par la Fédération Française.
Soit on tentait quelque chose comme l'Olympique de Poissy, mais dans le coin, s'appelait l'Olympique, c'était pas forcément bienvenu à 50 mètres du PSG. Donc du coup, on s'est dit on va rester sobre. Donc Poissy Football Club, c'est venu assez naturellement. C'est pas une décision que j'ai prise seule, c'est une décision qu'on a prise en équipe. Nécessairement, c'est imparfait. Il y en a peut-être d'autres qui auraient voulu qu'on s'appelle l'En Avant de Poissy ou autre chose. C'est le Poissy Football Club. Et il va falloir prendre l'habitude de nous appeler comme ça. Maintenant, c'est le PFC des Yvelines. Voilà. Merci à Thomas Chardon, nouveau président du Poissy Football Club. Beaucoup de réussite, on vous souhaite beaucoup de réussite avec ce nouveau club. Et la reprise des championnats, ce sera en septembre ici à Poissy.